Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui vont réussir à franchir les barrières entre-temps. J'appelle toute l'équipe là qui va être avec moi pendant 45 minutes pour ce panel sur assurer l'inassurable. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Parce qu'assurer l'inassurable, potentiellement il y a beaucoup de risques qui sont inassurables. Mais là on va surtout s'intéresser à des risques plus ou moins nouveaux, puisqu'on parlera des sujets de cyber-risques et on parlera des risques climatiques. Et finalement, à travers les interventions de chacun des panélistes, vous allez comprendre quel rôle ils peuvent jouer sur la chaîne de valeur, comment ils contribuent à rendre ce risque plus assurable. On verra à travers de la prévention, à travers de la modélisation, etc. Et comment ils appellent aussi l'ensemble de l'écosystème à s'allier, à faire corps, finalement, et à faire jouer les principes de mutualisation qui sont propres à l'assurance et qui nous permettent d'avancer sur ces risques-là. Donc, je vais introduire très rapidement notre panel et surtout leur laisser la parole, puisque c'est pour ça que vous êtes venus, pour les écouter. Et bon, une partie d'entre vous sont là, les autres peut-être suivront en ligne après coup, pour ceux qui auront raté tout ça. Donc, je vous présente Arthur Desnouveaux, donc, directeur du cabinet de la direction générale de Covéa, donc, qui nous parlera aussi de son rôle en tant qu'assureur, en tant que réassureur autour de ces grands risques. On aura également l'intervention de Louis, donc de Descartes Underwriting, donc Chief Revenue Officer. Et vous allez, pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais Descartes est assez connu, découvrir justement comment sur le sujet des risques climatiques et peut-être demain sur d'autres risques et les risques cyber, comment cet acteur aussi construit et accompagne ce marché vers le fait de le rendre assurable. Alexandra Matthews également à nos côtés donc de Munich Re. Et vous aurez la chance d'avoir une intervention du coup en anglais. Donc vous allez pouvoir aussi travailler votre anglais en l'écoutant. Elle est parfaitement bilingue, donc elle comprendra aussi bien ce que vous nous dites et son intervention se fera en anglais. Et également Charlotte qui nous accompagne aussi aujourd'hui, donc de la start-up d'Attaque et donc spécialisée sur les sujets du risque cyber. Alors pour ouvrir cette conférence, je propose de commencer par écouter justement Arthur et comprendre comment un assureur comme Covéa aborde le sujet, on va commencer par les risques climatiques, aborde ce sujet des risques climatiques et surtout quelles sont les actions qui sont mises en place pour le rendre assurable, ce risque climatique, ou ces risques climatiques. Merci David, bonjour à tous. Alors dans quel rôle on joue? Moi je joue en général le rôle du gros dinosaure dans ce genre de conférence, parce que Covéa c'est ce mastodonte qui représente en France 18% du marché de l'auto et 16% du marché de la MRH. À peu près, avec 3 marques très connues qui sont MAF, GMF et MMA, un grand réassureur mondial, le 10e, PartnerRe, et puis quelques petites marques qui ne sont pas complètement anodines dans notre discussion. Pour vous donner une idée, on a aussi Finistère dans le groupe, qui est une marque qui travaille surtout dans l'ouest de la France, à la fois sur la plaisance, mais aussi sur l'habitation, avec des résultats techniques excellents parce qu'en fait les habitations là-bas sont habituées à se prendre des tempêtes et nos modélisations montrent que la manière dont elles sont construites font que la sinistralité tempête ne va pas vraiment augmenter dans ces régions-là. De la même manière, on a une activité affinitaire centrée autour du dommage automobile en Italie qui est très forte, où là c'est le problème inverse. La grêle en Italie et son évolution qui est de pire en pire fait qu'on n'arrive plus du tout à se réassurer et que c'est très dur de garder des marges techniques dans cette industrie-là. Et donc forcément, quand on a des telles parts de marché sur un marché comme la France et qu'en plus on est mutualiste, on doit beaucoup réfléchir aux effets du changement climatique sur notre portefeuille et sur notre rentabilité. On a écrit plusieurs livres blancs sur le sujet, un sur les risques climatiques de manière plus générale et un centré sur la sécheresse et la prévention. Parce qu'en fait, on se retrouve face à une double injonction. La première, et on est tout à fait d'accord avec elle, c'est de dire qu'il faut continuer à assurer tout le monde, partout, même si c'est difficile. Et que donc, on voit qu'il y a des zones de plus en plus tendues à assurer, des zones inondables, les dom-toms, tout ça. Et nous, on veut absolument rester présent là, et on veut rester présent et y avoir la même part de marché que ce qu'on a dans le reste du territoire. C'est notre manière mutualiste à nous de dire qu'on n'exclut personne et qu'on tient notre rôle de fournir un service premier qui est celui de l'assurance, que ce soit habitation ou automobile. Quand on dit ça, c'est pas évident parce qu'en fait, si tout le marché ne le fait pas, forcément, il y a un risque de démutualisation qui se crée. Et si des gens se retirent de ces marchés-là, certains de nos concurrents, ils vont pouvoir améliorer leurs tarifs sur le reste, ils vont nous sortir du marché et on va entrer dans une spirale relativement infernale.
Donc l'idée, c'est que l'assurance habitation, ça fait longtemps qu'on sait faire, mais qu'on est face à un changement climatique qui nous pose des questions de soutenabilité du modèle, que ce soit du régime CatNat, mais que ce soit aussi tout bêtement du niveau de prime pour le portefeuille du Français moyen. Et donc l'idée, c'est que si on veut continuer, de notre point de vue, à rendre assurable le risque traditionnel face au changement climatique, il va falloir que les régulateurs s'en mêlent un peu et qu'ils s'assurent que tout le monde joue bien le jeu. Il va aussi falloir, évidemment, et c'est ce dont tu parlais avant, être meilleur en prévention. Donc il y a des pistes qui existent. Nous, on a fait des tests, notamment sur le retrait-gonflement des argiles, en allant injecter des micro-gouttes d'eau autour de maisons, et c'est extrêmement prometteur. Donc France Assureur est en train de lancer un test du même type en ce moment. L'idée, c'est quand même que face à ce changement climatique, on n'est pas complètement dénué d'armes, qu'on est capable d'adapter ce qu'on fait, d'adapter notre positionnement, puisque le rôle de l'assureur, c'est pas juste de prendre le risque et les sinistres, c'est aussi de faire de la prévention. Et donc ça, c'est très important pour nous. Je voulais juste rebondir sur le régime CatNat, puisque tu évoquais justement ses limites, un renforcement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots supplémentaires? Et puis on passera aussi la parole à nos autres invités. De manière très simpliste, et la CCR vient d'en parler, il y a de plus en plus de communes qui peuvent rentrer dans le régime CatNat. Il y a de plus en plus de sinistres qui se passent dans ce régime-là, qui est déficitaire depuis trop longtemps. Et donc il est temps d'y remettre de l'ordre et qu'on le rende bénéficiaire. Alors après, il ne faut pas y aller trop fort, parce qu'encore une fois, une des vraies questions qui se posent, c'est à quel point est-ce que les Français vont accepter des hausses tarifaires. C'est pas évident que ça continue très longtemps. Il y a une pression qu'on comprend tout à fait de la part des autorités publiques pour dire vous les assureurs n'augmentez pas trop vos tarifs. Mais la réalité c'est que les résultats techniques en MRH sont extrêmement tendus maintenant et que ces hausses de tarifs sont juste là pour éviter des pertes aux assureurs. Et que donc si on met trop sur la CatNat, il faut vraiment bien le dimensionner parce que ça va participer à un désamour encore plus grand des Français pour l'assurance. On va essayer d'éviter ça. Louis, j'aimerais bien avoir justement ton point de vue sur aussi quel est le rôle d'un acteur comme Descartes. On a compris quel était le rôle d'un assureur, assureur et réassureur que peut être le groupe Covéa, justement, et comment vous arrivez à faire partie de la solution pour rendre ces risques climatiques assurables. Merci David. Arthur disait qu'ils excluaient personne. Quand on a un legacy comme Covéa, effectivement, on se pose cette question-là tous les jours. Nous, on inclut tout le monde. On est récent, donc par essence, on inclut tout le monde et on est un peu le SOS malus climatique parce qu'on n'a pas le corps scarifié de cicatrices comme tous les vieux assureurs, les dinosaures dont tu parlais. Et donc, on n'a pas ce problème-là, entre guillemets. Donc, on peut faire une souscription très agnostique, très fraîche. Ce n'est pas tellement le bon objectif du risque climatique. Mais en tout cas, on a un regard tout à fait neuf sur ce risque-là et on souscrit le risque, uniquement le risque et le risque physique tel qu'il est, pour avoir ce fameux forward-looking statement, plutôt que regarder au rétroviseur et tirer des trends sur la base de l'historique. Évidemment, les grands assureurs ne font pas ça et pas uniquement ça, mais nous, on fait uniquement le contraire. On regarde uniquement devant et on souscrit le péril physique en tant que tel, c'est-à-dire c'est quoi cette nouvelle donne climatique, comment se forme un orage de grêle et pourquoi est-ce que un phénomène qui existait dans certains endroits déjà en Europe s'est déployé à grande échelle ces dernières années, en France, en Italie, en Allemagne, où c'était un risque complètement inexistant dans leur tête. Et il y a quelques qui peuvent souffrir. Mais tout ça, c'est à l'échelle mondiale. Et il n'y a pas une semaine, si vous êtes abonné aux mauvaises newsletters, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait des événements dramatiques qui se passent. C'est un peu anxiogène, c'est comme ça. Donc Descartes, un regard tout neuf, tout propre et très data-driven de ces phénomènes climatiques. Sans data, on ne peut pas du tout modéliser ces risques-là. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 80 data scientists qui bossent uniquement sur cette modélisation du risque climatique. Donc encore une fois, on peut pas vraiment se planter. On ne fait que ça. On n'a pas moyen de mitiguer le risque sur d'autres lignes d'assurance pour l'instant. On ne fait que ça. La façon dont on peut réduire un petit peu ce risque, c'est se construire d'emblée un portefeuille de risque global mondial. On peut se dire que les obus peuvent tomber tous la même année partout dans le monde, ce qui arrive malheureusement un peu. Mais enfin, c'était notre parti pris, parce que si vous assuriez que le maïs contre la sécheresse dans le sud-ouest de la France l'année dernière, et ben globalement, vous pouviez fermer la boutique tout de suite. Donc, on se construit un portefeuille global d'entrée. Donc, vous voyez un premier niveau de complexité, en souscrivant un risque climatique qui évolue à une vitesse absolument faramineuse, même au-delà des prévisions du GIEC, etc. Donc, en tout cas, sur une période courte, c'est la seule conclusion qu'on peut tirer. Et donc, pour réussir à faire ça, il faut avoir confiance dans la data, confiance dans sa modélisation, avoir des porteurs de risque et des partenaires qui ne se désengagent pas. Et donc, il faut muscler ses équipes. Un petit postulat simple, on a 80 data scientists chez Descartes et je pense qu'on est réellement
dans le top 3 des équipes de modélisation du risque climatique dans le monde, chez les assureurs. Je peux en faire une merveilleuse publicité, ce que je fais là, et je peux aussi prendre un peu de recul et dire que c'est un peu terrifiant. Globalement, on n'est pas assez équipé, on n'est pas assez outillé, et je parlerai un peu plus loin dans la chaîne de valeur des endroits qui peuvent, où il y a des insuffisances clairement pour bien faire ce boulot-là. Et justement, autour de ces sujets sur la data, qu'on comprenne bien justement quel est votre rôle et quelle est votre particularité dans cette capacité à modéliser ces risques et pourquoi finalement les autres acteurs n'ont pas encore ces capacités et comment vous pouvez peut-être leur apporter ces capacités aussi. Je pense qu'on fait un exercice d'aller sourcer les bonnes data partout où elles existent. Il y a beaucoup d'open source, il y a beaucoup de données payantes. C'est plutôt un monde assez sous-capitalisé parce qu'il faut des data providers, il faut des gens qui vont certifier cette data parce qu'il faut des third parties, des gens qui vont regarder cette data de manière très froide, au même titre que nous, on va souscrire à partir de cette data de manière très froide. Donc tout ça, il faut aller les sourcer, les tester, les identifier et ensuite aller montrer patte blanche à Covea pour que Covea veuille bien prêter son bilan à ces 4 modeleurs, à ces gens qui font de la modélisation et de la souscription, en regardant sous le capot et en disant c'est sérieux ce que vous faites et on ne peut pas se tromper parce que sinon en quelques années encore une fois on va tout brûler et ça va disparaître. Donc il y a une chaîne de valeur qui est assez complexe d'aller chercher cette data, la raffiner, la certifier ou trouver les certificateurs, en faire quelque chose pour souscrire le risque et ça dans la durée. Et malheureusement c'est un petit cri, une petite alerte qu'on peut lancer quand même vis-à-vis de l'État entre autres mais des gouvernements et la France est évidemment un petit phénomène au milieu de tout ça mais c'est que cette chaîne de valeur, elle est assez sous-capitalisée et on a des acteurs en qui on a confiance 1 an, 2 ans, 3 ans. On passe des contrats avec eux et puis qui disparaissent faute de capital. Et c'est très embêtant. On recule. On devrait quand même à un moment cranter un tout petit peu dans cette bonne vieille route des Ming, là, en essayant d'avancer, de pousser et de jamais reculer et de foutre des cales et on n'y arrive pas, quoi. Et donc là, dans une chaîne de valeur où la data est absolument cruciale pour tout le monde, il n'y a pas un assureur qui va vous dire le contraire et qui peut souscrire comme ça sur la base de ce qu'il ressent. Il y a un trou dans la raquette qui, à certains endroits, qui est assez béant, qui est assez embêtant. Donc j'aimerais bien faire réagir alors Alexandra justement sur le sujet, puisque on comprend que les assureurs sont présents, proposent des garanties, ils vont apporter également leur bilan, on va voir peut-être le rôle aussi des réassureurs, on comprend qu'on a besoin de modélisation, qu'on a besoin de prévention, et finalement, dans l'ensemble de cet écosystème, comment est-ce que Munich Re justement se positionne face à ce type de risque, qu'on comprenne un peu justement quel est le rôle de Munich Re et quel est le rôle particulier sur les sujets d'assurance autour des risques liés à l'intelligence artificielle. Ok. Alors, premièrement, merci beaucoup pour votre compréhension que je dois parler en anglais. Comme vous pouvez écouter, le niveau de mon français est assez basique. Mais, in terms of artificial intelligence, the product that we provide, I think it comes back to essentially this key question that we have today of how we insure these uninsurable risks. And to start with, I think it's important to think about what does uninsurable mean, really? And I think it is when you have a risk that maybe underwriters say is too big or it changes too quickly and these things just can't be captured by the market. And this is, I think, where AI can play a really big role then in capturing some of these risks. So when you hear about climate risk and that it is present everywhere and changing very quickly, it is important to think of how these problems are being tackled by companies that need insurance. And quite often they are using AI solutions to help them stay better prepared or to, I guess, stay on top of potential losses that they might suffer. Now, if they are having a difficult time, say, getting coverage, getting comprehensive enough coverage, what our product can do is basically cover the risks that is caused by, or any time the AI makes a decision that causes a loss, those losses can be covered under an AI insurance policy. And this is also true for cyber. If a company is using a cybersecurity solution to protect their enterprise and
the AI is basically making a decision as to whether a ransomware attack will happen or not, and that AI makes the wrong decision and your company suffers a ransomware attack, maybe there's things that are excluded from your cyber policy that can't get covered. And so the guarantee, in a way, can kind of swoop into that horizontal of artificial intelligence and essentially cover losses that arise from that. So I think this new way of basically saying, okay, AI is not just a tech issue anymore. It's a business issue. It will be in the way that you try to resolve your exposure to climate risk, the way that you try to protect yourself against your exposure to cyber risk, maybe to think about getting coverage for that. And that is something that Munich Re is looking at. And I think that's also important, to your point, David, about kind of the role of Munich Re, and I think this is something, Louis, you're talking about as well, that companies really have an obligation to do more to protect against uninsurable risks, and that's something I think Munich Re is making a big effort to do. And a quick question about Munich Re. How many people do you have working especially on cyber risk and on climate risk in order to have a comparison with what we heard from Descartes? Oh, I do not know how many are on the cyber or climate risk team, because we don't work on those risks directly. But you do work with them, but you don't replace them. I guess we would be looking at the same companies having exposure, but we definitely don't replace them. Cyber underwriters, climate underwriters, absolutely critical. We'll let them do their own job. So what was very interesting is also that we heard about the third risk that is also insurable, that we can think it's not insurable. It's AI risk. So thank you for bringing this one on the table. Je propose maintenant qu'on passe au sujet du cyber et qu'on passe la parole à Charlotte, qui va nous parler justement de Descartes et qu'on comprenne justement le rôle de Descartes. Je peux aussi parler de Descartes. Oh, pardon. On va commencer par parler d'attaque. Et le rôle de d'attaque dans la chaîne de valeur cyber. Et avant de commencer par le rôle dans la chaîne de valeur, peut-être l'entendre sur sa définition même du risque cyber pour savoir précisément de quoi on parle. Alors, merci déjà pour l'accueil et votre attention. Pour définir ce que c'est qu'un risque cyber, c'est quoi une cyberattaque? C'est assez simple chez nous, c'est une intrusion dans les systèmes informatiques. Dès qu'il y a une intrusion dans vos systèmes informatiques, vous subissez une cyberattaque. Alors si on rentre un peu dans le technique, nous, chez Datac, on a aussi rajouté, c'est très récent, donc c'est vraiment une nouvelle actualité, on a rajouté aussi comme déclencheur l'erreur humaine. L'erreur humaine, par exemple, d'un développeur, c'est ce qu'on appelle le fat finger. Un développeur fait fuiter les données de l'entreprise, on va le couvrir aussi. Parce qu'en fait, il y avait trop de confusion. Pour les entreprises qui ne sont pas au fait des éléments déclencheurs et de ce que c'est vraiment qu'une cyberattaque et une cyberassurance, c'est vrai qu'il y avait de la confusion. Parfois, dès qu'il y a un problème informatique, est-ce que du coup je suis couvert? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'assureurs qui ne le prennent pas en compte. Et nous, on a décidé de couvrir à 360. Et donc, l'erreur humaine fait partie des garanties qu'on couvre. Et après, qu'est-ce qu'on couvre? Donc nous, ça va être... Quand vous avez une cyberattaque, ce qui se passe, c'est il y a l'assistance. Donc ça veut dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez un numéro et on intervient dans les 10 minutes pour contenir l'attaque. Et la personne que vous avez au bout du téléphone, ce n'est pas quelqu'un qui bosse dans l'assurance, c'est un cyber-expert qui va contenir l'attaque parce que chaque minute compte en cas de cyberattaque. Ensuite, on va contenir, on va faire le forensique, on va découvrir par où le hacker est rentré, évidemment. On va restaurer tous les systèmes d'information, on va restaurer vos données, on va se charger aussi de toute la gestion de crise, d'informer vos clients, parce que ça fait partie de vos déclarations CNIL, RGPD, donc ça aussi on prend en charge. Il y a les pertes d'exploitation, donc c'est le gros généralement des sinistres. Ça veut dire qu'en fait, quand votre entreprise est à l'arrêt parce que vous n'avez plus accès aux données, on couvre la perte en marge brute de chaque jour de perte d'activité. Donc là, par exemple, nous, on a eu un sinistre cet été, 15 août, un hôtel. Et on ne croit pas forcément qu'un hôtel est digitalisé et peut subir une cyberattaque, mais si. Et en fait, aujourd'hui, quasiment
toutes les entreprises sont digitalisées. Un hôtel, quand il n'a plus accès à ses réservations, quand il ne sait plus combien de chambres il a de réservées, de libres, qui a payé, pas payé, en fait, il ne peut plus opérer. Et donc, il y a aussi des garagistes, des médecins, des cabinets dentaires. On a évidemment tous les cœurs de métier aujourd'hui. Il n'y a pas que les collectivités locales et les hôpitaux qui font la une des journaux, qu'on couvre aussi. Parce que nous aussi, on fait attention à prendre un peu de tous les risques. Donc tu en parlais, Arthur, et ça c'est vrai qu'il y a aussi des assureurs qui se désengagent de certains secteurs. Les collectivités locales et les hôpitaux, on en entend beaucoup parler, et il y a beaucoup d'assureurs qui aujourd'hui n'en veulent plus. Nous, on en prend, on couvre tous les secteurs, on fait attention par contre à avoir une bonne diversification. Et alors après, si je veux préciser un peu ce qu'on fait chez Datac, c'est une assurance dynamique. Ça veut dire qu'on protège en amont de l'attaque avec des outils de prévention et de cybersécurité. On intervient en cas d'attaque et on rembourse les pertes suite à une attaque. Et pourquoi on fait ça, toute cette prévention? C'est parce que pour nous, on pense que c'est la seule façon de protéger les entreprises. L'assurance ne peut pas être le seul rempart à une cyberattaque, et de toute façon, il y a trop d'assureurs qui contesté et qui ont perdu beaucoup d'argent. Et pour nous, faire la prévention, ça nous permet, et ça on l'offre gratuitement, donc ça va du phishing au scan de vulnérabilité, donc ça veut dire, en clair, on se met dans les baskets d'un hacker, on teste l'entreprise, on essaye de la hacker. Et ça nous permet de voir le niveau de cybersécurité de l'entreprise et de mieux pricer et de mieux sélectionner les entreprises. Et ça nous permet aussi de les faire monter en compétences. Quand une entreprise vient nous voir, très souvent, elle a un niveau de cybersécurité qui est insuffisant. Et en fait, on la fait progresser pour la rendre assurable. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un très bon ratio sinistre à prime, parce qu'on protège les entreprises en amont. Et si on reste un peu sur ce sujet de la prévention, je crois qu'il y a un sujet qui te tient particulièrement à cœur, en lien avec les sauvegardes, je crois. Et tu avais peut-être un message un peu clé à faire passer là-dessus, pour tous ceux qui nous écoutent et qui doivent progresser sur la compréhension des risques cyber et les mesures de prévention qui vont en face. Alors, sur les mesures de prévention, effectivement, on travaille avec l'ANSSI, avec le ministère des Armées pour expliquer toutes les mesures de prévention. Mais c'est vrai que s'il y en a une que je peux citer, c'est les sauvegardes de vos données. Parce qu'en fait, le risque zéro n'existe pas. Vous allez subir une cyberattaque. La probabilité fait qu'une entreprise sur deux subit une cyberattaque, au moins une cyberattaque par an. Donc vous allez en subir une. Et ce qu'il faut, c'est être résilient et repartir très vite. Et pour repartir très vite, il faut avoir des sauvegardes de vos données sur des systèmes informatiques déconnectés de vos systèmes d'information. Et donc, la mesure de sécurité la plus importante, et à celle qu'on répète à tous nos assurés, ce sont les sauvegardes. Vas-y, je t'en prie, si tu veux prendre un micro et réagir. Oui, je voulais rajouter, et ce n'est pas uniquement sur le cyber, mais c'est global, c'est qu'on a besoin des assureurs traditionnels. Je pense qu'on vient compléter une partie de leur offre, on vient boucher certains trous. Ces néo-assureurs, c'est un peu le job, et c'est le postulat de départ, évidemment, c'est de faire un petit peu mieux pour boucher certains trous qui peuvent exister, sans aucune acrimonie vis-à-vis de ce qui peut être fait par les assureurs traditionnels, surtout pas. Il y a besoin de tout le monde, ça c'est une certitude sur ces risques-là, il y a besoin de tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la tech peut pas seulement combler un trou, ce serait assez simple, je vais chercher un peu de capacité d'assurance et je viens prendre du risque climatique ou cyber que les assureurs traditionnels prennent plus pour toutes les raisons de legacy qu'on a citées notamment. C'est qu'on peut quand même aller plus loin, on peut aller plus vite et faire de cette assurance qui est toujours vendue, et c'est le gros poncif de l'assurance comme un outil de résilience, ça fait joli, ou de protection de bilan, ça fait joli, c'est que cet outil de résilience, il existe que si en plus il est efficace dans le temps et qu'il est rapide. Et je pense que ça, la touche paramétrique qui est apportée par un peu ces nouveaux assureurs, veulent plus tomber dans le phénomène de l'assurance c'est pénible, le claim management process extrêmement long, il y a des experts, des contre-experts, etc. Et quand on arrive sur ces assurances qui sont vraiment event-driven, comme on dit, c'est-à-dire liées à un événement et son occurrence en particulier, qu'on peut souscrire parce qu'on est les spécialistes du cyclone, les spécialistes de la grêle, les spécialistes de la cyber encryption, très rapidement, en fait, on va réussir à couvrir toutes les... Puisqu'on sait pricer ça, on sait pricer l'événement, la partie vulnérabilité, c'est-à-dire combien ça va coûter au client en cas de cet événement, est plutôt à la main du courtier et de son client. C'est-à-dire ça vient plutôt d'eux. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux son risque que l'entreprise elle-même, même s'il faut travailler un peu pour en arriver là. Et à partir de là, on peut couvrir beaucoup plus et un éventail plus large de pertes financières résultant de cet événement quand on est juste focalisé sur un événement. Là où je veux en arriver, c'est un peu une longue phrase pour dire que
c'est extrêmement complémentaire. C'est même supplémentaire par rapport à ce que l'assurance fait. J'ai un événement qui me fait particulièrement peur, d'inondation, de cyberattaque, mais demain ce sera du bruit de machine, un truc très spécifique. En bossant sur la souscription hyper fine de ce risque, on peut être event-driven et derrière indemniser toutes les pertes financières liées à ça. J'ai un simple exemple, il y a des gros hôtels qui ont dû fermer à Hong Kong et à Macao au début septembre pour cause de typhon. Le typhon a fait assez peu de dégâts matériels sur ces hôtels, voire pas du tout. Mais ces polices paramétriques climatiques, elles se déclenchent à partir d'un certain niveau de vent et elles indemnisent juste l'interruption, la BI, Business Interruption, de l'hôtel qui divise son chiffre d'affaires par 365 jours et qui dit « moi j'ai fermé 1 jour et demi, c'est tant ». Et ça vient indemniser ça. Et ça, en matière de résilience pure, avoir ces X millions de dollars 10 jours après sur son compte, vous imaginez bien que c'est quelque chose de bien plus puissant que 24 mois d'investigation dans le cas moyen sur un événement naturel un peu lourd comme ça. Donc, ce que je veux dire, là, à la fin, c'est un petit panégyrique de ces néo-assurances sur le plan de cette efficacité qui peut n'être que d'acteurs très agiles, très récents, etc. Encore une fois, sans dire pique-pendre ou dénigrer les assureurs traditionnels qui ont un tel volume à gérer que forcément le boulot est plus lourd. Et qui, certains d'entre eux, d'ailleurs, portent des produits paramétriques avec la capacité, en effet, à déclencher des remboursements en fonction d'un événement et du coup, accompagner les clients au moment où ils en ont besoin. Arthur, tu veux peut-être réagir sur le sujet? Non, bien sûr, enfin, j'ai trouvé cette parole tout à fait équilibrée, donc merci. Mais nous, forcément, on a des beaux bilans et on peut porter des gros risques. À la fin, il faut que ce soit rentable. Et il y a quand même dans ce type de nouvelles assurances un énorme biais de sélection. Il ne faut pas non plus se cacher. C'est pas l'hôtel à Biarritz qui prend la protection contre le typhon. Et donc forcément, si on n'a que des hôtels en Floride, dans les Caraïbes et à Hong Kong qui prennent ça, oui, mon bilan peut l'absorber, mais mon bilan va s'en trouver quand même moins beau. Et dans 3 ans, tu diras qu'on n'est pas resté. Et le cyber, c'est pas exactement le même problème, mais la question est, on comprend tous ce qu'est le risque cyber de manière assez globale. Si on regarde de manière précise toutes les implications que ça peut avoir, c'est pas si facile d'aller designer le produit, de savoir mais qu'est-ce que je dois assurer? Est-ce que je dois assurer le serveur? Est-ce que je dois assurer la perte d'exploitation? Est-ce que je dois assurer le fait que parce qu'on a attaqué l'entreprise A qui est toute petite, finalement ça a fait une porte d'entrée dans l'entreprise B qui est la Société Générale et qui a 5 milliards de pertes? Qu'est-ce que j'assure? Ça, c'est des questions que nous, on doit se poser parce que nous, à la fin, on paye le remboursement et on ne fait pas que le flux. Et donc, c'est là qu'on a des discussions intéressantes parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est difficile pour nous d'y aller pour taille? Pour le coup, on en parlait avec Charlotte, on fait des choses, Covea et d'attaque, donc il y a quand même des expérimentations. Première chose, moi, je n'ai pas un contexte réglementaire très clair sur le sujet, je n'ai pas de normes sur le cyber, sur ce qu'on doit faire. Alors, l'ANSSI travaille dessus, on a plein de belles choses en France, ce n'est pas encore tout à fait mature. Ensuite, j'ai besoin d'un écosystème dont fait partie d'attaque qui sert de poisson pilote, qui est capable de nous éclairer, qui est capable d'aller faire de la prévention, qui est capable d'être un acteur technique, qui est capable de proposer cette première génération de produits. Ça, c'est hyper important parce que moi, en fait, j'ai pas l'agilité pour le faire. Et puis ensuite, il y a une grosse question de capacité des réassureurs. Parce que cette base de mutualisation, en fait, on ne va pas l'avoir dans un seul pays, on va l'avoir de manière globale et on va l'avoir sur plusieurs industries. Et donc, le cyber, de toute façon, si je n'ai pas de capacité de réassureur derrière, et pour l'instant, autant le dire, elles ne sont pas vraiment là, un assureur comme moi ne peut pas y aller. Alors, vous pouvez me dire, oui, partnerer, votre réassureur peut y aller. Oui, mais même chose, en fait. Son travail, c'est de gagner de l'argent. Il faut que lui aussi, il arrive à casser le truc avec des législations assez différentes. Et donc ça, c'est pas évident. Ça va venir. On est dans une phase de maturité. Il y en a qui servent un peu de canaris dans la mine et on les en remercie. On essaye de les accompagner et de faire des choses avec eux. Mais la grosse difficulté, pour nous, elle est là. Et j'y rajouterai une dernière difficulté. C'est que c'est bien d'avoir un produit, c'est bien d'avoir un porteur de risque. Il faut savoir le vendre. Et tout le monde le sait, c'est quand même pas facile de vendre un produit d'assurance. Grosso modo, personne n'a envie d'acheter d'assurance, personne n'a envie d'entendre parler d'assurance et personne n'a envie de parler de choses anxiogènes. Et donc, allez dire à nos agents généraux, bah en fait, vous allez vendre de l'assurance cyber. Types nous disent, c'est quand même assez compliqué. Alors évidemment, on peut se dire qu'on va le faire 100% en ligne. Mais dans ce cas-là, on en revient à quelle est notre nature profonde à nous. Pour l'instant, c'est pas celle-là. Nous, on a une proximité client qui est aussi très omnicanale, mais qui passe par un contact physique. Et donc, ça demande aussi une culture du changement là-dessus qui n'est pas évidente. Et donc, aller vendre des nouveaux produits avec un réseau ancien, pas facile. Aller vendre des nouveaux produits pour taille sans réseau et quasiment que sur le web, pas facile.
Et donc cette équation-là, c'est probablement aussi le régulateur qui va nous aider à passer à l'étape du dessus. Le jour où il va rendre un certain nombre de garanties cyber obligatoires, on sera tous gagnants autour de la table et l'économie sera sûrement gagnante. Il faut juste savoir bien les designer. Si je peux me permettre de compléter, c'est vrai que tu posais la question de notre positionnement dans la chaîne de valeur et effectivement, on est tous complémentaires. Nous, Datac, on a fait 2 levées de fonds, mais ça ne nous permet pas d'avoir le bilan de supporter les centaines de millions d'euros qu'on a d'exposition aujourd'hui des entreprises qu'on assure. Et donc, on a 3 porteurs de risque, dont 2 gros réassureurs, et c'est grâce à eux qu'on peut porter ce risque et on cherche toujours des nouveaux assureurs parce que la capacité, c'est clé. Et ensuite, sur la distribution, on travaille de concert avec les agents généraux, les courtiers, parce que c'est eux qui ont quand même le client, la notion du risque, la vision globale de leur client. Et donc, c'est vrai que Datac, on est aussi, et principalement une solution pour les courtiers, une solution d'assurance pour les courtiers. Et on ne discute pas en direct avec les entreprises, on ne va pas démarcher des entreprises en direct. Charlotte, j'aurais bien aimé avoir ta réaction aussi sur un sujet qui a fait polémique, qui est celui des rançons. Est-ce que les assureurs, les courtiers, doivent-ils couvrir ou non les demandes de rançon ? Alors, ce sujet-là, il a fait polémique. Je comprends la polémique. C'est vrai que le vrai sujet, quand on parle de rançon, on parle de financement du terrorisme. Donc, c'est normal que les gens se posent la question. Après, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Et c'est la position de Datac depuis le début, depuis notre lancement. On couvre les rançons. Le paiement de la rançon fait partie de nos garanties. Pourquoi ? Parce qu'on veut dire à nos assurés, on vous couvre dans toutes les conditions. Et si le paiement de la rançon est vraiment le dernier recours, on le fera. Donc, ça fait partie de nos garanties. Mais c'est pas un secret. Il y a très peu de rançons qui sont payées. En tout cas, tous les assurés, quand vous êtes assuré, que vous avez une assistance qui intervient dans l'heure et qui restaure vos systèmes et qui vous permet de repartir, on ne paye pas les rançons. Et depuis la création de Datac, on n'a jamais payé de rançon. Et je sais que sur le marché, il n'y a quasiment pas de rançons qui sont payées. Ceux qui payent les rançons, ça va être un cabinet dentaire qui ne peut plus opérer parce qu'il a plus ses données. Et généralement, la rançon ne coûte pas très cher. Et en fait, il se dit, entre payer 10 000 € de rançon ou restaurer tous mes systèmes, prendre des experts informatiques, je vais payer la rançon. Ce qui n'est pas la bonne solution, parce qu'il risque de se refaire attaquer dans quelques mois. Mais c'est eux qui payent les rançons, ce n'est pas les assureurs. Très clair. Arthur, tu voulais réagir sur le sujet ? Non, c'est évidemment une question qui s'est posée quelques fois chez nous aussi, avec toujours à la fois qu'est-ce qu'on a mis dans nos garanties, mais aussi qu'est-ce que la réglementation nous contraint de faire en termes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Si en payant une rançon, on se met du mauvais côté de la barrière, nous, en tant qu'assureurs, ça nous retombe dessus. Donc pareil, cette question-là, c'est une question de doctrine publique. Le jour où on nous dira vraiment l'État souhaiterait que ce soit fait comme ça, on pourra y aller. Là, pour l'instant... Si, on nous l'a dit, là. La loi LOPMI, qui est entrée en vigueur la fin avril, a clarifié le sujet. Les assureurs peuvent payer les rançons à condition que l'assuré dépose plainte dans les 72 heures après avoir découvert l'attaque. Voilà. Tout est dit. Une question pour Alexandra. J'aurais bien aimé t'entendre sur finalement le rôle de l'intelligence artificielle dans la gestion des risques cyber, à la fois dans la détection et finalement, c'est quoi une couverture par-dessus un risque cyber en lien avec les sujets d'intelligence artificielle? Sure. So I think when we think about these risks, there's kind of a block here, let's say. You have the insured whose cyber risks are not going away and their exposure to climate events are not going away and they need some sort of coverage. And then you have the insurers who need to underwrite risks profitably and sustainably that they can continue to provide capacity for other areas of business going forward. And so then we get to this problem of, well, how do we keep supporting the businesses that are coming to us for insurance? And I think the answer here is, I guess, 2 things. Firstly, it's using AI to solve these problems, and then it's making sure people feel comfortable getting AI insurance. So developing new products, I think, is kind of the role of companies like Munich Re, where if coverage is difficult to provide traditionally, it's our job to innovate and create a new product.
So then if you're encouraging everybody to get insurance for AI that you're also asking them to use, it's quite a big exercise in trust. And I think one way that we can also then improve people's willingness to actually adopt AI solutions and adopt these new ways of working is to show people and explain to people how this AI actually works. There's a lot of different ways out there. One is there's, I guess, ways to try to quantify using machine learning to put basically a number on the risk that you're trying to insure, whether that is a climate risk or a cyber risk. And that's actually a way in which AI can now be used, not necessarily in kind of pure underwriting, but it can be used to put some sort of number on the risk and the exposure that companies are facing to try and price it a little bit more accurately. And developing these sorts of algorithms that can basically take not very many years of loss history on an AI, but take hundreds of years of loss history on natural catastrophes and basically come up with a way to price those things, I think is a really powerful way that we can allow people to trust in the AI solutions going forward if you can really put a value to the risk that they might be having. And sorry, I forgot the second part of your question. No, that was very interesting. And another question came up, actually. I was wondering about, we do talk a lot about Gen AI, and in Gen AI, you have a specific way to have hallucinations. When the AI is giving an answer in order to please you, it's not exactly a real answer behind this. Is it something that can be insurable or not? Is it already something that you can cover, the consequences of this kind of default or not? I think it's certainly something that we can look at. I mean, I think it is not new. AI being around is not a new thing. And I think the newness comes a lot from this sort of generative AI, because now every person probably in this room has tried it out. And a year ago, probably not that many people had kind of played around with an AI system. So given how much it's going to become part of not just our personal lives, but how much it's going to becoming something that we are working with and we're using it to make business decisions, it's important to think about whether this is something that we could insure. And already products are starting to develop to ensure not just pure performance of an AI, but also broader liabilities. So if an AI discriminates against somebody and that person suffers emotional damage, or if somebody's IP is infringed, or if they use a decision, if you're a lawyer and you type in ChatGPT to help you with your case and it hallucinates, should you be able to get coverage for this? I think it's well worth trying, because I think when you start to delegate decisions to an AI, it's important to think about the transfer of responsibility from a human decision maker to the AI as a decision maker and cover its liabilities. I mean, if we're going to get human answers from it, then we may as well get some human insurance from it, I think, as well, is important. Merci beaucoup. J'aimerais vous faire réagir aussi un peu collectivement sur un chiffre, moi, qui m'a fait réagir quand j'ai préparé cet entretien, sur le ratio de sinistralité en cyberassurance. On est quand même à 22% sur l'année 2022, donc ceux qui sont dans la salle seront peut-être aussi un peu interpellés par ce chiffre. Et finalement, est-ce qu'à un moment donné, les acteurs du marché n'ont pas un peu trop serré la vis ? Bon, alors, si on reprend l'historique, quand même, il y a eu des années très très noires. Hein, 2020, 2021, 2020, c'est plus de 100%. Hein, donc, juste le ratio sinistre sur prime et plus de 80% en 2021. Donc, il y a eu une augmentation des attaques x4 entre 2019 et 2020, qui fait que les assureurs ont perdu beaucoup d'argent. Donc oui, ils ont durci les conditions d'accès, clairement. Ils ont diminué les plafonds de garantie, ils ont augmenté les franchises, ils ont augmenté les prix et durci l'accès. C'est là, moi aussi, j'ai eu l'idée d'attaque, parce que je me suis dit qu'il fallait quand même réussir à protéger les entreprises. Si 90% des entreprises qui cherchent une assurance n'arrivent pas à s'assurer, il faut qu'on les aide.
Donc moi, j'ai utilisé ça aussi pour créer d'attaques. Sur le ratio de 2022, oui, il est meilleur. On va sur un risque du coup qui devient assurable aussi, donc ça permet de voir un peu venir. Après, ça a été une année particulière. La guerre en Ukraine a entraîné quand même une intensification des attaques entre la Russie et l'Ukraine. Mais les JO arrivent et je pense que la France va redevenir une cible et donc on craint une augmentation du loss ratio dans les années à venir. C'est clair qu'on ne va pas se mettre à assurer l'inassurable par le prix. Enfin, ça ne va pas durer longtemps du tout. Je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Arthur. C'est très logique, ce n'est pas du tout possible. Et donc, faisons confiance à l'IA, faisons confiance au machine learning, etc. pour mieux pricer certains risques complexes et réputés inassurables, essentiellement parce qu'ils sont complexes. Mais ensuite, on a un hiatus énorme entre la capacité d'acceptation d'un prix par les particuliers, par les entreprises, a fortiori quand on a ce legacy où les gens sont habitués à être pricés en pour 1000 de total insured value et qu'on leur explique que la probabilité de survenance d'un cyclone en Floride, c'est en %. Il y a un hiatus, ça met un peu de temps à être accepté par l'intelligence humaine et par le portefeuille encore un peu plus. Donc je pense que c'est le rôle de poisson pilote aussi des nouveaux acteurs de ne pas rentrer sur des marchés par le prix. C'est absolument pas sustainable et on a besoin des bilans de Covea, on a besoin de PartnerRe et de l'ensemble des assureurs et réassureurs de la place pour exister longtemps et durablement. Il n'y a pas pire que les stop and go sur un marché d'assurance, ça fait beaucoup de dégâts à tout point de vue, pour l'assureur et pour les assurés. Donc je crois vraiment qu'il faut juste qu'on sorte de là en étant d'accord qu'on ne rende pas assurable l'inassurable en disruptant sur le prix où ça va durer 1 an. Donc c'est pas ça. En revanche, savoir pricer spécifiquement des risques complexes comme ça, oui, c'est notre rôle. Et à la fin, tout le monde peut être gagnant sur la chaîne de valeur parce qu'on va pénétrer plus largement des marchés et de gens qui se sentaient exclus de ces marchés-là un peu by design. On va pouvoir durer longtemps, donc rassurer un peu tout le monde de ce point de vue-là. Et à la fin, si c'est des produits profitables, en faire bénéficier les gens qui nous prêtent leur bilan, les porteurs de risques derrière qui en ont besoin. Donc je crois que c'est assez clair qu'il faut juste se dire ça. Donc il y aura des sirènes un peu partout. C'est extrêmement dangereux d'y céder quand on est soit conseil, soit porteur de risque. Ça dure très peu de temps. Parce que nous, si on n'a plus de capacité à vendre en tant qu'agence de souscription, qui est notre statut, on n'a plus rien à vendre. On n'a plus de produits. Donc ça ne va pas durer. Voilà. Je voulais juste remettre... Je pense que les gens sont très alignés autour de cette table et il faut qu'on s'aligne aussi avec les entreprises et les populations parce que malheureusement, si vous allez dans la rue, que vous demandez aux gens s'ils sont d'accord avec le fait que ce qui arrivait tous les 100 ans arrive tous les 15 ans maintenant, ils vont dire oui. Est-ce qu'ils veulent bien le payer 8 fois plus cher ? Le chemin nous appartient. Et du coup, pendant que tu as le micro, et juste avant qu'on le passe à Arthur pour le faire réagir sur le sujet, on a fait un teaser au début où tu évoquais que ce risque-là, vous allez commencer à rentrer sur le marché de ce risque-là. Donc, quelle place vous allez avoir ? Est-ce que vous devenez concurrent de Datac ou pas ? Sans doute un peu. Il y a de la place pour tout le monde, compte tenu du fait que 90% des entreprises et ETI ne sont pas assurées. Sans doute un peu. On part d'un postulat très simple qui est que l'essentiel des dommages liés à des attaques cyber sont de la business interruption. C'est assez peu des sujets de RGPD, de fuite de données en Europe. Aux États-Unis, c'est un problème beaucoup plus prégnant. Et donc, on va essayer de couvrir de manière paramétrique, très simple et très rapide, en qualifiant très vite le sujet. La business interruption, l'arrêt d'une chaîne de production pour des usines, pour des industriels, etc., pendant X jours. Voilà, plus à venir très rapidement, mais il y aura de la place pour tout le monde. Très bien. Et la réaction d'Arthur, justement, sur la maturité de marché, sur ces ratios moi, le S sur P, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, et pas du tout d'un point de vue porteur de risque, mais d'un point de vue consommateur, parce que quand on aura eu plusieurs années comme ça, il y a plusieurs acteurs qui vont se mettre sur le sujet, on va acquérir en maturité, on va acquérir en profondeur d'historique, sans que ça coûte trop. Donc on va à la fois devenir plus mature et éviter les stop and go. Et c'est à partir de ce moment-là où il va y avoir une convergence vers des niveaux de S sur P sûrement un peu plus tenables dans le temps, qui suscitent un peu plus d'adhésion. Et ça, c'est le cercle vertueux qu'on cherche tous. Donc ce S sur P à 22%, j'entends bien que c'est sûrement un artefact un peu positif, malheureusement, d'une guerre, mais ce serait bien que ça perdure quelques années, parce que c'est ça qui va permettre au marché de maturer sereinement et à tous les acteurs de trouver leur place là-dedans et aux consommateurs d'y trouver un intérêt. Bon, donc préparons-nous pour les JO, parce que ça ne sera pas une période simple d'un point de vue des cyber-risques. On espère que d'un point de vue climatique, on sera un peu épargné, mais j'en doute aussi fortement. Donc l'enjeu, c'est d'y être bien préparé. Un grand merci à tous et à toutes pour vos super interventions. J'espère que ça vous a plu aussi dans la salle. C'était bien inspirant. Et n'hésitez pas aussi à aller voir nos intervenants, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à construire sur ce marché et sur ces marchés. Merci beaucoup. Merci.